Bonjour docteur Lovenstein. Bonjour Sébastien. On parlait tout à l'heure sur un autre sujet de la rapidité, de même que des stimuli incessants. Comment on était excité en permanence. S'il y a quelque chose qui caractérise la culture moderne, surtout depuis l'apparition des écrans, du net, du web, c'est cette neuro-excitation permanente. C'est devenu quasiment impossible de se poser. Il suffit de regarder maintenant les enfants en contact avec les stimuli lumineux, intellectuels. Ils sont toujours neuro-excités. Donc plus on est dans la neuro-excitation, plus on est dans l'excitation, pour le dire simplement, plus on a un cerveau qui a tendance à vouloir garder cette excitation. Et c'est là où évidemment on peut commencer à parler d'addiction et de société addictogène. J'y répondrai favorablement d'un côté et puis ironiquement de l'autre. Favorablement parce que je vis de l'intérieur cette définition de la dépendance, de l'addiction. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir pour pouvoir savoir que c'est mauvais, que c'est une catastrophe pour mes coronaires, que c'est une catastrophe pour mes carotides, que ça peut favoriser, que ça va me prendre 15 ans ou 20 ans de ma vie. Savoir ça ne m'aide pas à changer mon comportement addictif, ne cherche pas à changer, ne permet pas de changer mon addiction. De même, je me rends compte qu'il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Je veux arrêter, mais cette volonté, quand il y a une addiction au stade de dépendance, elle est insuffisante, parce que c'est dans un autre circuit, d'autres circuits que ceux de la volonté ou de la raison, au sens de savoir que les choses se passent. Donc, de vivre, si j'ose dire, mon impuissance, vous voyez, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris, me conforte dans la compréhension de mes passions. Oui. Après, je dirais ironiquement que j'aurais peut-être pas besoin de ça, qu'il ne faut pas imaginer que les bons dermatologues ont besoin d'avoir beaucoup de boutons pour être des bons médecins, des bons spécialistes, ou que toutes les gynécologues doivent être des femmes, ou éventuellement les cancérologues à avoir 3 cancers pour commencer à bien s'occuper de leurs patients. Il y a une autre forme d'apprentissage, et cette autre forme d'apprentissage, c'est le partage justement des connaissances avec ses patients. Ce que la science peut nous apprendre, c'est absolument fondamental. Ce que la médecine nous apprend dans le partage avec les patients, c'est tout aussi fondamental. D'extraordinairement passionnant dans l'étude, mais aussi le suivi des personnes ayant des addictions. C'est la grandeur du théâtre humain, c'est la grandeur, si j'ose dire, et la diversité de tellement d'aspects. On a commencé l'interview par des aspects culturels, des aspects sociétaux, mais ce qu'il y a de fabuleux, surtout avec ces temps modernes, c'est de voir que l'étude des addictions vous fait voyager en quelque sorte, en termes de connaissances, de la neurobiologie, science dure, à la sociologie, à la psychanalyse, à la préventologie, à la réduction des risques. Moi qui suis interniste de formation, c'est-à-dire une sorte de médecin généraliste ayant exercé en milieu hospitalier, qui essayait de trouver les moutons à 5 pattes que les autres ne trouvaient pas, un peu comme Dr House, mais avec beaucoup moins de biopsies cérébrales toutes les 5 minutes. Il y a eu déjà l'intersection entre le sida et l'héroïnomanie, vaste, énorme sujet sur les comportements. Et en pratique, comment on a commencé à comprendre des choses en France qui ont révolutionné la médecine. On est parti de la fin d'un idéal, c'est-à-dire qu'on est parti d'une stratégie de réduction des risques.
pour le cartésianisme médical, c'était extraordinaire. On a dit, si vous ne voulez pas attraper le sida, ne vous droguez pas. Idéal. Mais si vous vous droguez, ne vous shootez pas. Si vous vous shootez, ne partagez pas votre seringue. Mais si vous partagez votre seringue, lavez-la à l'eau de Javel. Ce qui n'était pas terrible pour l'hépatite C comme conseil à l'époque. Mais voyez comment on est passé d'une forme d'idéal humain, en disant eh ben, il suffit de ne pas se droguer, pour s'occuper de tout le monde et d'essayer de protéger tout le monde. Et c'est ça qui m'a, dans un premier temps, fasciné dans la prise en charge des addictions. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'il fallait faire avec autre chose que des idéaux, avec les vulnérabilités de chacun, pour pouvoir les en protéger. Et dans les addictions, ce qu'il y a d'encore plus remarquable, c'est que souvent les qualités des personnes font aussi leur vulnérabilité. Leur belle qualité de penser de façon originale, leur trop grand appétit, leur trop grande palpitation, leur trop grande sensibilité, font aussi vulnérabilité. Et de considérer l'addiction comme une maladie du trop, essayer de la traduire d'un point de vue neuro-bio-psychologique, et puis essayer de proposer des traitements, ça a été en effet une chose tout à fait passionnante. Comment quelque chose d'extraordinairement large, à un moment donné, on doit essayer de le simplifier pour aider quelqu'un. On est avec une histoire complexe, l'addiction, qui touche un organe complexe, le cerveau, chez un être humain ô combien complexe, dans une société complexe, il faut essayer de trouver des solutions simples. C'est cette équation qui m'a tout à fait passionné. Après, d'avoir consommé des substances ou pas, quand vous regardez la beauté de cette équation, tout est complexe, mais il faut trouver quelque chose de simple au bout de l'histoire, ça n'intervient pas. Ça n'a pas d'intérêt de raisonner sur son propre cas. Car même si la science est là pour édicter des lois générales et qu'en médecine il y a autant de cas qu'il y a d'individus, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de traiter le mieux possible, le plus de gens possible, et que quand vous disparaissez, ce que vous avez créé comme méthode puisse être reproduite par d'autres. C'est ça la vocation médicale. C'est de ne pas être un gourou, c'est d'appliquer une méthode qui est évaluable et répétable. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Lowenstein.